faire connaissance avec un certain François Langlois, surnommé Chartres, puis Siartre, prononcé à l'italienne, après son grand tour dans la péninsule. Son histoire hors du commun mérite bien ce titre, un aventurier de l'art dans l'Europe de Louis XIII. Même si son nom d'éditeur d'estampes est Chartres ou Siartre, pour la commodité du propos, je l'appellerai par son patronyme, François Langlois ou Langlois. Alors pourquoi est-il un illustre inconnu, en particulier dans la ville dont il porte le nom? Il n'est que libraire. Ce mot recouvre à l'époque à la fois les activités de marchand d'estampes et d'éditeur. Il n'est ni peintre, ni graveur, à la différence de ses célèbres amis qui se nomment Claude Vignon, Simon Vouet, Abraham Bosse, Claude Mélan ou Anton van Dyck. Mais son apport au monde de l'estampe et du livre est essentiel sous le règne de Louis XIII. Pour fixer les repères historiques, on se souvient que ce dernier, Louis XIII, a été sacré à Reims en 1610, à la mort de son père Henri IV, qui lui avait été sacré à Chartres 16 ans auparavant, à Chartres dans la cathédrale en février 1594. Les collections publiques de Chartres ne possèdent quasiment rien des centaines d'œuvres éditées par Langlois. La SAEL n'y a fait qu'une simple allusion dans un procès-verbal en 1925. Seuls 2 collectionneurs chartrains d'aujourd'hui ont rassemblé des estampes et des ouvrages inconnus du grand public. Ils se disent prêts à les prêter au Musée des Beaux-Arts de Chartres, qui envisage en 2025 une exposition autour de l'art de la gravure et de l'estampe du XVIIe siècle. S'il est inconnu à nos yeux, François Langlois n'en est pas un pour ses contemporains. Il a même été représenté plusieurs fois par de grands artistes, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un simple éditeur. Le voici dans sa jeunesse, portraituré en Italie par Claude Vignon, l'un de ses plus proches amis. Vignon est né à Tours en 1593 dans une famille protestante. Ce détail a son importance car il y a dans le monde de la librairie de nombreux huguenots, plus ou moins convertis. Un autre ami proche de Langlois, Abraham Bosse, lui aussi né à Tours, restera toute sa vie fidèle à sa foi huguenote. On reconnaît dans ce portrait baroque la touche de Vignon de sa première période. Mais le détail le plus important est l'instrument de musique dont joue notre homme. C'est une sourdeline italienne, dont Langlois deviendra un virtuose, ce qui lui vaudra la notoriété pour autre chose que le commerce de l'art. Mais c'est surtout grâce au célèbre anversois Anton van Dyck que nous connaissons les traits de François Langlois au travers du dessin préparatoire à un exceptionnel tableau. Ce serait déjà très bien si nous possédions que ce portrait de Langlois par Vignon, mais il y a plus extraordinaire encore cette toile donc d'Antoine van Dyck, le peintre des rois né à Anvers en 1599 et mort à Londres en 1641. Ce lieu a son importance dans notre histoire. Cette œuvre exceptionnelle fait aujourd'hui partie des collections de la National Gallery. Mais avant d'explorer le Van Dyck dans le détail, consolons-nous en regardant ce dessin préparatoire qui se trouve à Paris, dans des réserves de la Fondation Custodia, l'ancien institut néerlandais. Alors en quoi ce tableau est-il parlant? D'abord, il faut se rappeler que la peinture flamande du XVIIe siècle n'est pas seulement nourrie par la religion. Les riches commerçants et navigateurs d'Amsterdam ou d'Anvers se font représenter dans des poses familiales, qui traduisent bien sûr leur aisance, mais aussi leur vie quotidienne, voire leur psychologie, pour employer un mot actuel. Alors que nous dit le portrait de Langlois par Van Dyck? Regardons dans le détail. L'homme porte un grand chapeau, ce qui n'est pas anodin, c'est un chapeau savoyard, qui nous raconte que Langlois est un voyageur et qu'il a franchi les Alpes pour se rendre en Italie. Comme dans le portrait de Vignon, Langlois tient un instrument, ce qui confirme bien que la musique n'est pas anecdotique dans sa vie. Il s'agit là d'une musette à la française, beaucoup moins sophistiquée que la sourdeline italienne. Dans le coin gauche du tableau, un chien pointe la truffe. Il s'agit du lévrier de Van Dyck.
Le chien des rois est le symbole de luxe, mais aussi, en l'occurrence, il incarne la fidélité. Il met en scène l'amitié et la complicité entre le peintre et son modèle. À noter que l'animal ne figurait pas dans le dessin préparatoire de Van Dyck. Le lévrier ne figure pas non plus dans cette copie médiocre datant du XVIIIe siècle, qui est actuellement dans les collections du musée de Chartres, ce qui prouve que le copiste n'a rien compris au message du tableau et a zappé le chien. Alors pourquoi ce surnom de Chartres ou de Siartres, puisqu'il n'est pas né à Chartres? Les historiens et les compilateurs du XIXe et même du XXe siècle ont pensé que ce surnom signait son lieu de baptême, or il n'en est rien. Cet acte de baptême que vous voyez derrière moi est celui d'un homonyme né en 1588 dans l'église de Saint-Martin-le-Viandier, aujourd'hui disparue. L'hypothèse du baptême à Saint-Martin était d'autant plus plausible que cette paroisse était celle des imprimeurs, des libraires, des imagiers qui gravaient images pieuses et cartes à jouer. C'est là aussi qu'était le siège du pouvoir politique et plusieurs édiles portaient le nom de Langlois. Cette erreur sur la personne a été véhiculée depuis lors par tous les historiens jusqu'à ce que nous rétablissions les faits dans le cahier numéro 8 de la SAEL et en 2023 dans ce tiré à part qui vient de sortir. L'origine percheronne du personnage, vous voyez une vue de Bretoncelle derrière moi, a été révélée par son contrat de mariage mis au jour par Maxime Préau, conservateur en chef au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France. Il est précisé dans ce document que ses parents résidaient à Bretoncelle au moment de sa naissance, dans les années 1590. Le père s'appelait Élie Langlois, un prénom biblique rare chez les catholiques, plus fréquent chez les protestants, que notre homme a fréquenté toute sa vie dans le milieu de l'art, même si Langlois s'est marié et est mort en catholique. Cette commune, aujourd'hui dans le département de l'Orne, était sous Henri IV une paroisse faisant partie du grand diocèse de Chartres. Cela fournit une première piste quant à l'origine de ce surnom de Chartres. L'immense diocèse de Chartres sera amputé en 1697 seulement du diocèse de Blois, de façon à le rendre plus gouvernable par les évêques. Une seconde hypothèse quant à l'origine de ce surnom de Chartres vient de ce même contrat de mariage. Le document nous indique que, en dehors de l'ami Claude Vignon, figure parmi les témoins un certain Pierre Cottereau, imprimeur du roi à Chartres. Les Cottereau avaient pignon sur rue, à l'enseigne de À la Fortune, rue d'Échange. Dans l'inventaire après décès de Pierre Cottereau, il est mentionné qu'il possède une presse à taille douce. Il est donc tout à fait possible que le petit Langlois se soit retrouvé chez le père Cottereau à actionner la presse à taille douce. On sait de façon certaine, en revanche, que le jeune Langlois a fait son apprentissage chez le libraire Pierre-Louis Février entre 1610 et 1614. On sait aussi qu'il loge chez un autre libraire, le sieur Lemercier, qui exerce dans l'île de la Cité, qu'on appelle l'île du Palais, parce que c'est là que résidaient autrefois les rois de France avant qu'ils ne s'installent au Louvre sous Charles V. L'île du Palais, car c'est désormais le lieu du palais de justice, comme aujourd'hui encore, est une cour de justice de la République. Le quartier du Palais est surtout celui des objets de luxe et du commerce du livre et de l'estampe. À noter au passage que le nom de Langlois est parfois écrit avec une apostrophe au bas des estampes ou sur la page de garde des livres, ce qui peut rattacher ce patronyme aux Anglais de la guerre de Cent Ans, qui, entre 1337 et 1453, avait opposé la dynastie des Plantagenets à celle des Capétiens. Pour la petite histoire, rappelons que l'un des traités qui jalonnèrent ce conflit interminable et intermittent fut signé à Brétigny le 8 mai 1360, donc bien avant Langlois, entre Jean le Bon et Édouard III d'Angleterre. Brétigny est un hameau de Sours à 6 km à l'est de Chartres. La trêve fut de courte durée. Langlois vit encore dans une époque troublée, plus de 2 siècles après, 250 ans même.
Des conflits ravagent toujours l'Europe. Certes, c'est la fin des guerres de religion en France, mais elles continuent en Angleterre et en Flandre, où Langlois va se rendre dans les années 1630. Le conflit dans les Pays-Bas espagnols contraindra nombre d'artistes flamands à s'exiler à Rome et à Paris, où ils apporteront leur génie propre, des techniques nouvelles, un style qui fait la part belle à l'individu, et aussi, dirait-on aujourd'hui, un sens de la communication. L'assassinat de Henri IV reste un traumatisme. La régence de Marie de Médicis est un pouvoir fragile, même si le cardinal de Richelieu commence à poser les bases de l'absolutisme royal qui connaîtra son apogée sous Louis XIV. Pour l'heure, c'est Louis XIII qui règne, après avoir pris le pouvoir en 1617 en bannissant sa mère. Comme son père Henri IV, c'est un roi combattant, en luttant d'abord à l'intérieur du royaume contre les protestants. Au sud d'une ligne qui va de Nantes à Marseille, la religion réformée a pris barre sur les esprits. On voit ici Louis XIII, le 23 décembre 1628, écouter la harangue du prévôt des marchands de Paris. Il rentre de La Rochelle, tenu par les protestants, mais qui a dû se rendre, capituler après un an de siège devant les troupes commandées par Richelieu. Dans le même temps, le roi tente de desserrer l'étau des Habsbourg qui enserrent le royaume de France de toutes parts. Il règne bien sûr sur l'Autriche, mais aussi sur la Franche-Comté, l'Espagne, mais aussi en Flandre, puisque les Pays-Bas espagnols sont tenus par la maison des Habsbourg. Le royaume de France est donc menacé. C'est le début de la guerre de 30 ans qui va durer de 1618 à 1648. On voit lors de ce conflit le royaume de France catholique s'allier aux États allemands protestants pour contrer cet encerclement des Habsbourg. Le paradoxe n'est qu'apparent, la cause est politique avant d'être religieuse. Les controverses sont aussi philosophiques, littéraires, artistiques. La fin de la Renaissance, au milieu du XVIe siècle, a signé l'émergence du classicisme artistique, voire politique, auquel Langlois et ses amis comme Abraham Bosse et Claude Mélan s'opposent, pour ne citer qu'eux. Des Chartrains sont les apôtres de ces controverses, religieuses d'abord avec Pierre Nicole et le jansénisme, littéraires avec Mathurin-Régnier, qui est le moins classique des écrivains du XVIIe siècle, polémique artistique aussi avec par exemple André Félibien, historiographe zélé du très classique Louis XIV. Comment Langlois est-il devenu un œil exceptionnel? Le Grand Tour d'abord, c'est l'Italie inspiratrice, le retour à la grande Rome, la Rome antique. On voit ici derrière moi une vue du Capo Vaccino, le camp des vaches. Et c'est aussi la confrontation avec les maîtres de la Renaissance, dont Raphaël est le maître absolu. Nombreux sont les artistes français qui travaillent de l'autre côté des Alpes, à Rome pour le pape, à Florence pour les Médicis, à Gênes pour les riches marchands qui se font construire des palais et emploient les meilleurs artistes de leur époque. Les Français s'appellent Simon Vouet, Claude Vignon ou Jacques Stella. Les Flamands ont pour nom Pierre-Paul Rubens ou un de ses élèves, Anton van Dyck. C'est à Gênes que Langlois fait la connaissance du jeune van Dyck, déjà réputé pour ses portraits dans la droite ligne de ceux du Titien ou de Véronèse un siècle auparavant et qui font toujours l'admiration. Il y a des Italiens aussi, même si l'Italie n'existe pas encore en tant qu'État, comme Stefano della Bella. Ils se fréquentent, parlent italien, font la fête. Langlois a une réputation de joyeux drille, car il fait danser et chanter son monde, grâce à sa sourdeline, telle que l'a représenté Vignon dans le tableau de jeunesse qu'on a vu tout à l'heure, et un peu maniéré ce tableau. Après avoir travaillé à Florence pour les Médicis, Vignon résidera 10 ans à Rome, où il deviendra un intime de Nicolas Poussin. Son style prendra alors un tournant plus classique, à tel point que des œuvres de Vignon seront pendant longtemps attribuées à Poussin. Vignon est aussi un collectionneur et un marchand d'art. C'est peut-être grâce à ses conseils que Langlois deviendra précisément cet œil qui fera sa notoriété européenne. De
De son côté, Van Dyck a déjà noué des contacts avec de grands mécènes étrangers, notamment en Angleterre. Il est vraisemblable que c'est Van Dyck qui incitera Langlois à venir à Londres afin de proposer toiles, gravures, ouvrages au roi Charles Ier. C'est ainsi que le fameux portrait de Langlois a été peint par Van Dyck en Angleterre au milieu des années 1630. Tous ces hommes sont imprégnés de l'Italie de l'Antiquité et de la Renaissance. Ils se parlent et vivent en italien. Vignon dédicacera même à Langlois son martyre de Saint-Laurent en des termes très emphatiques. Al carissimo et vero amico il signore Francesco l'Inglese, detto il Chartre, dedico le mie opere e il mio cuore. Au très cher et véritable ami le sieur François Langlois dit Chartres, je dédie mes œuvres et mon cœur. Langlois n'est pas en reste et lui en dédiera une de ses œuvres intitulée Le triomphe de Dionysos. Ils ont un sens de la fête qui n'est pas le seul fruit de mon imagination. Voyez cette magnifique lettre de Jacques Stella à Langlois, alors à Naples. Stella attend son ami à Rome et les amis portent des toasts à sa santé. L'ambiance est joyeuse, comme en témoigne cette caricature de Musette qui crache des petits poissons. Donc on devait s'amuser plutôt dans ces bars et ces tavernes italiennes. Il faut bien voir que pour ces hommes, artistes, mais aussi pour tous ceux qui ont les moyens de se l'offrir, le Grand Tour suscite une commotion. Le mot n'est pas trop fort. Les vestiges de l'Antiquité romaine, les chefs-d'œuvre de la Renaissance, mais aussi ce qu'il faut bien appeler un art de vivre à l'italienne, cela les bouleverse. Ils connaissent alors une forme de révélation quasi mystique. L'art et la religion font encore l'objet d'un grand tout qui ne peut être dissocié. C'est précisément à ce moment-là que Langlois Chartres devient Siartre et va signer ses publications et ses initiales, avec ses initiales FLD Siartre, François Langlois dit Siartre, mais il continuera cependant à signer Chartres certaines de ses autres publications. Voyons maintenant pourquoi François Langlois est un Européen avant l'heure. À la découverte de l'Italie, il faut ajouter pour Langlois bien d'autres voyages aventureux. La Flandre, où il est fasciné par les portraits vérités flamands. Peut-être a-t-il rencontré le jeune Rembrandt, né vers 1606, car Vignon précise dans une de ses lettres à Langlois, rapporte quelque chose de sa main. Très vite, les deux hommes seront fascinés par la puissance de l'artiste néerlandais. Une magnifique série des philosophes et des rois en témoigne, dessinée en partie par Vignon, gravée par Jérôme David et commercialisée par Langlois, qui va bientôt s'installer dans une boutique rue Saint-Jacques à Paris. Auparavant, il aura fait plusieurs séjours en Espagne. Il connaîtra un périple aventureux dans le royaume de Philippe IV, qui vient d'accéder au trône d'Espagne et règne aussi sur les Pays-Bas, on l'a vu tout à l'heure. Langlois se rend jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, qui dans l'Antiquité était la limite du monde connu. C'est tout naturellement qu'il va appeler sa boutique aux colonnes d'Hercule et adopter cette devise audacieuse, nec plus ultra, qui veut à la fois dire qu'on ne peut pas aller plus loin que les colonnes d'Hercule, mais aussi que les limites de la perfection sont atteintes. En Angleterre aussi, on retrouve Langlois. Il est là réputé pour être un œil et un commerçant avisé. Il devient l'un des agents du roi d'Angleterre Charles Ier via le comte d'Arundel, que l'on voit derrière moi, mais il est aussi un expert, plus qu'un marchand, auprès de riches collectionneurs de toute nationalité qu'ils aident pour faire leur collection. En France, ces riches collectionneurs se nomment par exemple Michel de Marolles ou Nicolas Fabry de Pérec, dont vous voyez le portrait. Arrêtons-nous un instant sur l'extraordinaire présence du portrait de Pérec, croqué par Claude Mélan, le grand ami de Langlois. Il est réalisé avec une grande économie de moyens, à la pierre noire, avec de simples réaux de blanc. Les musées américains ne s'y sont pas trompés. Estimé 11 000 € à Drouot, il y a quelques années, le dessin a été acquis pour plus de 100 000 € par le J.P. Getty Museum, voilà quelques années. Mais ces hommes ne sont pas que des collectionneurs, ce sont aussi des savants, parfois des politiques,
qui tente de rassembler le monde dans des cabinets de curiosité. En vogue dès la Renaissance, ces sortes de musées privés accueillent des minéraux, des plantes, des pièces archéologiques, mais aussi des instruments scientifiques, voire des instruments de musique, qui sont un moyen d'appréhender et de comprendre la diversité du monde. Parfois aussi, ces savants osent contrer l'enseignement de l'Église catholique, voire la remettre en cause. Pérec a été, par exemple, l'avocat de Galilée lors de son interminable procès. En remerciement, Galilée a fourni à Fabri de Pérec un télescope grâce auquel son protégé, Claude Mélan, a gravé les différentes phases de la Lune. Langlois, en route pour l'Italie, s'est arrêté plusieurs fois chez Pérec, dans son manoir près d'Aix-en-Provence. Il a eu accès à sa bibliothèque, mais aussi à sa collection d'œuvres d'art, où l'on compte des Caravages, des Rubens, des Van Dyck, des Titien, des Poussin. Voyons maintenant pourquoi l'amélioration des techniques bouleverse aussi le monde de l'art. En particulier l'estampe, qui connaît à l'époque de Langlois un engouement exceptionnel grâce au trio de ses créateurs, l'artiste, le graveur, l'éditeur. La plupart du temps, il signe nommément et en latin au bas de l'œuvre D-E-L, F-E-C, E-X-C. Ça veut dire deliverit, celui qui a dessiné, fecit, celui qui l'a fait, c'est-à-dire celui qui l'a gravé, et excudit, l'éditeur qui a imprimé et édité. C'est l'éditeur qui possède la plaque de cuivre et qui a le droit de commercialiser les estampes avec l'autorisation royale qu'on appelle le privilège. L'artiste, le graveur, l'éditeur constituent donc un trio soudé et complice, d'où l'importance de l'amitié et de la solidarité qui les lie, ce qui n'empêche pas des controverses, notamment dans le cas de copies non autorisées, voire de contrefaçons. L'art de l'estampe exige une grande technicité qui est en constante amélioration. Abraham Bosse, l'ami de Langlois, est sur ce point un acteur essentiel de ce renouveau dans le sillage du grand graveur nancéen Jacques Callot. Son traité des manières de graver en taille douce fera date, il est signé Abraham Bosse. En témoin fidèle du monde qui l'entoure, Abraham Bosse représente ici la boutique du marchand d'art, peut-être celle de Langlois, aux colonnes d'Hercule. On y voit à l'arrière-plan des clients qui observent les œuvres. Au premier plan, deux graveurs sont en plein travail. À gauche, le graveur à l'eau-forte, à droite, celui au burin. Puis Bosse nous fait pénétrer dans l'arrière-boutique, où est installée la presse à taille douce. On découvre deux ouvriers en train d'ancrer la plaque de cuivre, on disait à l'époque l'airain. Un apprenti à l'arrière-plan étale à l'encre avec un tampon qu'on appelle la poupée, puis le maître à gauche peaufine l'opération au chiffon avec aussi la paume de la main. Enfin, un second apprenti actionne les bras de la presse pour faire passer la plaque et le papier entre les deux rouleaux. Une fois l'opération achevée, il suspendra l'estampe sur un fil pour le faire sécher. Parmi les artistes novateurs qui entourent Langlois, il faut citer à nouveau Claude Mélan, qui est un technicien hors pair, voire audacieux. Admirez cette sainte face qui représente l'empreinte du visage du Christ montant au Golgotha sur le linge avec lequel Véronique l'a essuyé. La gravure pourrait paraître simple en apparence, mais elle constitue une prouesse technique. Mélan l'a réalisée en un seul trait qui part du nez pour aller jusqu'au bord de l'œuvre, comme le micro-sillon d'un disque vinyle. C'est vraiment une prouesse de longue haleine, car Mélan assure en légende « formatur unicus, una non alter ». Cette représentation est unique, il n'y en aura pas d'autre. Une prétendue descendante de Langlois y a vu une similitude avec le visage de son ancêtre, mais rien ne vient étayer cette thèse. Maxime Préau y voit plutôt une similitude avec l'autoportrait de Mélan. Chacun se fera une opinion. Au XVIIe siècle, la gravure devient un mode de communication. Communication, c'est un terme évidemment assez novateur.
Le sens de la communication chez Siartre passe par les voyages, exceptionnels pour un homme de son époque. L'image se démocratise, pour employer aussi un néologisme. Elle n'est pas seulement œuvre d'art, mais devient un mode d'information très prisé des amateurs. C'était un peu la photo ou l'Internet de l'époque. Les estampes d'Abraham Bosse, que publie Langlois, sont le parfait exemple de cette représentation presque journalistique, entre guillemets, de la société. On y voit un médecin pratiquer une saignée ou une femme qui vient d'accoucher. La mise en scène des 5 sens est l'occasion avec le toucher d'une image grivoise, même si l'austère Abraham Bosse est loin d'être un libertin. Observez quand même la servante qui prépare la couche de sa maîtresse alors que le soupirant entreprend la conquête de la belle. L'estampe et le livre, à la fois objet d'art et de luxe, donc coûteux, sont vendus côte à côte de l'inventaire des marchands de dentelles, de gants ou de bijoux, comme on le voit dans cette autre estampe de Bosse qui représente la galerie du palais dont on parlait tout à l'heure. L'estampe devient le support d'une forme de démocratisation de la culture et de l'information. On le voit bien dans le jardin de la noblesse française, ou la noblesse française à l'église, qui est une autre série, qui sont une incursion dans le monde des puissants au travers de leurs coutumes et de leurs costumes. En bon fils de tailleur, Abraham Bosse est très méticuleux dans la façon de décrire la magnificence des estampes et des dentelles. C'est aussi une satire d'un monde futile, comme cette élégante qui est en train de se recoiffer à l'église. Langlois et ses amis ont aussi une lecture politique de leur époque. C'est pourquoi le pouvoir les surveille de près et soumet leur publication à ce privilège royal qui est souvent mentionné au bas de l'œuvre avec le nom de l'éditeur. Le privilège est aussi mentionné abrégé en latin, cum regis, donc avec privilège du roi. Le rôle des confréries est à l'époque primordial. C'est la confrérie des libraires qui vérifie la capacité de l'impétrant à exercer l'activité d'éditeur. À un certain moment, finit la vie d'aventure. S'il ouvre sa première boutique en 1629, François Langlois n'est reçu libraire par ses pairs que le 26 octobre 1634. Il a environ 45 ans. Il est temps pour lui de se ranger et de se marier. Il épouse en 1637 la fille d'un bourgeois de Paris, en fait un marchand de vin aisé, qui s'appelle Madeleine de Colmont, de 30 ans sa cadette. Elle lui donnera 5 enfants. Langlois devient alors un notable. On le voit représenté ici, dans son atelier de la rue Saint-Jacques, l'air plus sombre que dans le tableau de Van Dyck. Il est en train de déplier une toile, sur sa table, des liasses d'estampes, une tête d'antique, et dans le coin droit en bas, l'inséparable sourdeline posée sur une portée musicale. C'est le même instrument que celui représenté dans le tableau de Vignon 20 ans plus tôt. C'est la raison pour laquelle certains spécialistes ont voulu y voir un autre portrait de Vignon, mais l'auteur du tableau reste inconnu. Sur la paroi de l'atelier est accroché un compas qui symbolise l'intérêt de notre homme pour les sciences, la géométrie, l'optique, l'astrologie ou l'architecture. Les polémiques sont nombreuses comme en témoigne la page de garde de cet ouvrage publié par Langlois. Il s'agit d'une controverse à propos de la représentation de la perspective dans l'architecture qui oppose le sieur Dessargues, un architecte lyonnais, ami de Bosse, et un des ingénieurs du roi, un certain Jacques Curabel. N'entrons pas dans cette querelle de spécialistes que l'on ne rencontre pas seulement dans le milieu historique. Curabel ironise et moque ceux qui rencontrent une petite mouche et s'imaginent qu'ils ont trouvé un gros éléphant. L'époque se trouve dans la continuité des grandes découvertes du siècle précédent. Il s'agit toujours de prendre la mesure du monde, comme le représente cette métaphore de la géométrie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces savants ne sont pas toujours en opposition avec l'Église, car de nombreux ecclésiastiques sont aussi des scientifiques. L'héritage de Langlois va perdurer au travers de 2 lignées d'exception, les Langlois et les Mariettes, et ce, grâce à Madeleine de Colmont, l'épouse de Siartre. François Langlois meurt en 1647, il est inhumé dans la nef de l'église de sa paroisse Saint-Benoît le Bétourné,
le bien tourner, car l'église a été modifiée pour que le chœur regarde à l'est. Madeleine, sa veuve, poursuivra son activité aux colonnes d'Hercule. Elle développera avec talent les activités éditoriales de son époux, ce qui mérite d'être mentionné car c'était assez rare à l'époque. Elle avait bénéficié d'une prolongation de privilèges qui l'autorisait à publier estampes et ouvrages, en particulier les livres scientifiques. Il s'agissait à l'évidence de maintenir l'exceptionnelle qualité de cette maison d'édition et de conserver sa prestigieuse clientèle. Son fils, Nicolas Langlois, né en 1640, sera reçu libraire à 15 ans, au moment du remariage de sa mère. Il s'installera non loin de la boutique paternelle, dans la rue Saint-Jacques, à l'enseigne de À la Victoire. Il se spécialisera dans les almanachs, gravés, et les vues cavalières des villes françaises et européennes. Son fils, Nicolas II Langlois, poursuivra son activité, mais mort jeune à 37 ans en 1707, la branche des Langlois s'éteindra avec lui. Après 8 années de veuvage, Madeleine se remarie en 1655 avec le fils d'un voisin libraire, Pierre Mariette, lui aussi grand marchand d'estampes. Prénommé Pierre comme son père, il est de 14 ans le cadet de Madeleine. Pierre II Mariette eut à cœur de poursuivre l'œuvre paternelle, en particulier son exceptionnel cabinet d'estampes, qui sera développé plus encore par son fils Jean Mariette. Le fils de ce dernier, petit-fils de Madeleine, sera réputé dans l'Europe entière comme un expert et un historien de l'art hors pair. C'est grâce à lui que nous est connu dans le détail la vie et l'œuvre de Langlois, le premier époux de sa grand-mère. Selon les mots de Maxime Préau, conservateur en chef honoraire à la BNF, qui m'a aidé dans mes recherches et que je remercie, Madeleine Langlois-Mariette est donc à l'origine d'une des plus prestigieuses lignées de marchands d'estampes de la seconde moitié du XVIe siècle et du XVIIIe siècle. En conclusion, que peut-on dire de l'apport de Chartres au marché de l'art et de l'histoire? C'est un artiste à sa façon, par sa proximité avec les grands maîtres de l'époque et sa parfaite connaissance de l'art européen. On a vu que c'est un œil réputé. Il est aussi un rassembleur de collections exceptionnelles, un rassembleur qui a contribué à faire de l'estampe et du livre rare un art à part entière. Il est lui-même collectionneur. Langlois est aussi un précurseur, inventeur de nouvelles méthodes d'imprimerie et de commercialisation des estampes, mais aussi un érudit, comme le prouve son goût pour les sciences. Langlois est un homme libre, opposé aux académismes, qui a contribué à la diffusion en France des œuvres des écoles italiennes et flamandes, et qui a surtout fait rayonner l'art français et le nom de Chartres dans l'Europe du règne de Louis XIII. C'est un passeur par son sens de l'amitié, des voyages, des affaires. Il faut bien sûr y associer son épouse Madeleine à ce tableau flatteur. L'idée de transmission passe par elle, car elle a poursuivi et développé l'activité de son défunt mari. Et c'est elle qui est à l'origine de cette dynastie des Mariette demeurée dans l'histoire de l'art. Langlois est un authentique honnête homme du XVIIe siècle, célébré autant pour ses travaux d'éditeur que pour ses talents de musicien. On se souvient que l'honnête homme du XVIIe siècle ne veut pas dire homme honnête. C'est un idéal moral qui s'applique à l'origine aux courtisans et à l'homme du monde, ce que Langlois est devenu à sa façon. Cette notion d'honnête homme désigne un homme de culture, au goût sûr, dont les qualités sociales sont propres à le rendre agréable aux autres. Langlois sait se montrer humble et courtois, il attire la sympathie, on a envie de le fréquenter car il n'engendre pas la mélancolie. C'est exactement la définition de François Langlois dit Chartres et Siartres. Il méritait bien ce petit hommage et sortir de son tableau pour venir nous charmer et nous divertir. Et maintenant, place à la musique, car on ne peut pas rendre hommage à Langlois et à Siartres en passant sous silence son talent musical reconnu.